Séance de concertation ce matin entre l'exécutif et les partenaires techniques et financiers. Au menu, les grandes préoccupations de l'heure, crise sanitaire, crise sécuritaire, élections, autant de défis majeurs face auxquels les partenaires réaffirment leur engagement aux côtés du Burkina. Le compte-rendu de la rencontre en début de journal. L'insécurité, c'est le quotidien des habitants de Tanwalbougou dans la région de l'Est. Une situation devenue intenable. Ce matin, ils ont battu le pavé à Fadangourma pour réclamer plus de protection. Une marche suivie d'une remise de doléances au gouverneur. Images et commentaires dans un instant. Un deuxième centre de prise en charge des malades de Covid-19 à Ouagadougou, logé au CMA de Pissi, il a été inauguré ce matin. Capacité d'accueil une 60aine de lits. Ce centre a vu le jour grâce au soutien de Médecins sans frontières qui a financé son aménagement et son équipement à plus de 200 millions de francs CFA. Le film de l'inauguration à suivre. Produire sans détruire, c'est l'un des principes de l'agroécologie, l'agriculture, l'élevage et l'arboriculture en parfaite harmonie sur un même site et sans aucun produit chimique. C'est le défi que s'est lancé Sam Bassier et visiblement ça lui réussit bien. Dans ce journal, on vous propose une visite guidée dans sa ferme située entre Koudougou et Réau. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et tout d'abord, cette information en bref, l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a arrêté et déposé à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ce jour même. Une incarcération qui fait suite à une plainte du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption pour enrichissement illicite, délit d'apparence, fausse déclaration d'intérêt et de patrimoine, acceptation de cadeaux indus, entre autres. Sur sa page, Jean-Claude Bouda indique qu'il s'est mis à la disposition de la justice afin que la vérité soit manifestée. Je vous le disais en titre, aucun nuage dans les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers. Rencontre de concertation ce matin à la primature autour des grandes priorités de l'heure. Crise sanitaire, crise sécuritaire, élections et au bout, une confiance renouvelée. Ali Doubadini, Isiaka Nana. C'est une rencontre statutaire entre le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers. Un cadre de dialogue qui permet aux deux parties de passer en revue les problématiques de l'heure. Et face à la pandémie du coronavirus, partenaires techniques et gouvernement se satisfont des réponses apportées. Les partenaires ont apprécié le fait que le gouvernement ait adapté la réponse à l'évolution du contexte. Cette adaptation consistait à avoir un cadre global multisectoriel et à ancrer même la réponse santé, à la fois tenir compte des aspects socio-économiques et tenir compte plus davantage de la nécessité d'engager les communautés pour qu'on puisse favoriser et qu'on puisse mettre l'accent sur l'importance de garder toujours ces mesures de barrières. Donc les partenaires vont s'aligner à ce plan et puis aussi accompagner à travers le budget qui est le budget de l'État et puis les autres modalités d'accompagnement. 2020, année électorale au Burkina Faso. Et pour Mati Makita, l'ensemble des partenaires annonce déjà une contribution de plus de 12 milliards de francs CFA et un appui technique direct. Dans ce contexte sécuritaire difficile, les partenaires appellent le gouvernement à protéger les civils. Nous avons apprécié la sortie du président du Faso pendant laquelle il a affirmé la tolérance zéro à ce qui a été les allégations par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Les partenaires ont affirmé aussi la responsabilité que nous portons ensemble, le devoir qui nous incombe, mais aussi la disponibilité de déployer les moyens, d'avoir aussi des cadres où nous pourrons accompagner pour prévenir ce qui pourrait survenir dans l'avenir pour ne plus que le pays ait à avoir à gérer ce genre de situation. Les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires sont au beau fixe, selon la représentante résidente du PNUD. Des partenaires qui se sont engagés à maintenir les actions pour un développement durable du Burkina Faso. Une bonne santé de la coopération qui se concrétise à l'Assemblée nationale. Ce matin, les élus ont donné leur quitus pour la signature de 4 accords de prêt, des fonds destinés au financement du développement local, l'inclusion des personnes à faible revenu et d'importants projets d'électrification. Compte rendu de plénière avec Rasmane Zoundi et Marguerite Douagneau.
C'est à l'unanimité des 55 votants du jour que les députés ont adopté ce matin à l'hémicycle le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet de la dorsale nord pour l'interconnexion Burkina Faso-Nigeria. Un projet qui entre dans le cadre du mix énergétique du gouvernement burkinabé. C'est un projet qui va nous permettre d'importer jusqu'à 600 MW à partir du Nigeria. C'est vous dire qu'en matière d'offres, en tout cas, c'est un projet très important et qui va nous permettre de consolider l'accès à l'énergie au niveau du Burkina Faso et aussi de regarder un peu comment nous allons réduire le coût du kilowattheure. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons l'un des kilowattheures les plus chers de la sous-région et il est important que nous puissions travailler à réduire ce coût-là. Le projet qui va coûter plus de 260 millions d'euros pour le Burkina Faso est financé en partie par l'Agence française de développement. Quant au projet d'électrification rurale qui devra permettre d'apporter de l'électricité dans 47 localités et dont l'accord de prêt a aussi été adopté, le financement est accordé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Autre projet présenté ce matin aux députés pour adoption, le Fonds national pour la finance inclusive, dont la mise en œuvre vise l'accès des populations vulnérables au financement pour le développement. Et c'est un projet pour lequel nous avons obtenu un financement de 7 milliards avec la Banque ouest africaine de développement. C'est un fonds qui va utiliser la stratégie de faire. Ça veut dire que nos cibles étant les populations vulnérables, également les promoteurs d'entreprises et puis les très micro et petites entreprises, nous allons mettre donc les crédits, les fonds au niveau des IMF, des institutions de microfinance, qui auront à signer avec nous une convention, un cahier de charges. Et au travers de ces cahiers de charges-là, nous allons préciser les critères de sélection ainsi que les cibles qu'il faut forcément atteindre. Il est attendu du projet qu'au moins 60% de femmes soient touchées par le fonds à terme. 20 milliards de francs CFA sont mobilisés par la Banque ouest africaine de développement pour le financement de ce fonds. La BOAD qui accorde par ailleurs financement pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet d'appui au développement des économies locales. Le PADEL 2 va s'exécuter dans 6 régions, ce qui porte à 13 le nombre total des régions du Burkina Faso touchées par le programme. La question des déplacés internes au centre de la première session de l'année du Conseil économique et social. Comment améliorer la résilience de ces milliers de familles contraintes de fuir leur localité? Depuis ce matin, les conseillers sont en pleine réflexion. Jean-Eudes Bayala et Olopoda. Pour sa première session ordinaire de l'année 2020, le Conseil économique et social s'intéresse à la question des personnes déplacées internes. Elles sont près de 780 000 selon les derniers chiffres du CONASUR. Un nombre important de personnes ayant fui leur domicile suite aux attaques terroristes. Ces déplacements massifs qui engendrent des besoins humanitaires accrus préoccupent le CES. Axez vos réflexions sur les questions suivantes. Premièrement, la question actuelle de la crise humanitaire permet-elle aux personnes déplacées internes d'être résilientes et de s'insérer dans leur milieu d'accueil? Deuxièmement, existe-t-il une adéquation entre les besoins exprimés et les actions apportées? Troisièmement, quels sont les effets des déplacements internes sur les zones de départ, les zones d'accueil et les familles elles-mêmes? Quatrièmement, quelles sont les nouvelles actions à mener pour aider les personnes déplacées internes à mieux s'adapter et à s'insérer socialement et économiquement ou à retourner dans leur site d'origine? Il s'agit au cours des 4 semaines d'échange d'apporter des réponses à ces questionnements. L'objectif de cette session du CES est de proposer des solutions et des recommandations pour une prise en charge efficace des personnes déplacées internes.
Et s'il y a une zone où les populations vivent la peur au ventre du fait de l'insécurité, c'est bien celle de Tanwalbougou dans la région de l'Est. Excédées, elles ont décidé de battre le pavé ce matin à Fadangourma pour attirer l'attention des autorités sur leur sort. Ce sont des centaines d'habitants de la commune qui sont allés remettre leurs doléances au gouverneur Amidou Lankwande et Aruna Mari. Une marche en direction du gouvernorat de l'Est pour la sécurité à Tanwalbougou, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Fadangourma. Rassemblées en cette matinée à l'école Ontani B de Fada, ces populations sont venues crier leur exaspération face à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur village. Dans ce message, le chef de Tanwalbougou souhaite la lumière sur les récents événements survenus dans sa localité et sollicite également l'aide des autorités compétentes pour le retour de la paix et de la quiétude à Tanwalbougou. Nous demandons le renforcement en nombre et matériel de notre gendarmerie, l'augmentation et la formation suffisante des volontaires. À propos de l'enquête des morts, que l'enquête soit faite conformément et dans la transparence. Quant aux membres de notre gendarmerie, nous ne demandons aucune affectation, au contraire une augmentation. Monsieur le gouverneur, nous vous sollicitons ces services faits aux faits posés par ces djihadistes pour la sécurité dans notre zone. Chers frères et sœurs, nous avons reçu vos doléances, nous allons les transmettre à qui de droit. Et retourner en paix, et rester en paix, et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Abandon de villages, assassinats ciblés, torture de femmes, kidnapping, retrait de vivres, saisie de troupeaux, la liste est longue. Tanwalbougou vit dans la peur selon le porte-parole du chef du village qui s'inquiète également qu'il est aujourd'hui impossible d'aller chercher son fagot de bois en paix. La délégation demande à l'État d'agir vite afin de libérer Tanwalbougou des griffes des terroristes. Santé à présent, je vous le disais, un deuxième centre de prise en charge des malades de Covid-19 à Ouagadougou, logé au CMA de Pissi, il a été inauguré ce matin, capacité d'accueil une 60aine de lits. Ce centre voit le jour grâce au soutien de Médecins sans frontières qui a financé son aménagement et son équipement à plus de 200 millions de francs CFA. Paul David Bambara et Vincent Kendrebeogo. Isolé des autres compartiments du CMA de Pissi, c'est un nouveau centre de plus qui est ici inauguré pour la prise en charge des cas suspects ou confirmés du Covid-19. Les locaux qui existaient depuis la crise de Ebola, réaménagés, équipés par Médecins sans frontières, à hauteur de 210 millions de francs CFA, avec du personnel médical, paramédical et non médical, déployés sur place. Et comme on l'a dit, il a une capacité donc de 62 lits, dont 9 lits donc pour les soins intensifs. Les soins intensifs, ça c'est pour les malades où donc, leur cas est un peu plus sérieux, qui nécessitent des soins un peu plus que les autres. Donc en dehors de ça, on a donc la capacité de recevoir l'ensemble des patients, qu'ils soient des présumés, donc des cas qui sont suspectés, des cas confirmés ou des cas grabataires. Et c'est vraiment une grande joie pour le comité sectoriel santé et l'ensemble du comité national qui gère la crise de la pandémie Covid, de pouvoir voir ces capacités d'accueil et de prise en charge des patients Covid et renforcer dans la région du centre, mais surtout donner aussi la possibilité aux différents cas qui seront dépistés de pouvoir avoir le choix entre plusieurs types de centres dans lesquels on peut aller assurer une prise en charge adéquate afin qu'ils puissent recouvrir la santé dans les meilleurs délais. Le ministère de la Santé et ses partenaires multiplient les offres de prise en charge de la maladie au moment où le Covid-19 est en net recul au Burkina Faso. Ce nouveau centre devra permettre de faire des suivis, des contrôles et des traitements et référer éventuellement certains patients au CHU de Tenganou. 4 patients ont déjà été admis ici, dont un déjà libéré. Et en ces temps difficiles, c'est une véritable manne pour les femmes vulnérables des marchés et yards de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Elles sont 43 000 à bénéficier de transferts de cash, 20 000 francs CFA par mois pendant 3 mois. Un appui du gouvernement et de la Banque mondiale. Coût de l'opération, plus de 2,5 milliards de francs CFA. Précision, Issa Kafando et Draman Dadian. Des femmes vulnérables, des marchés et yards de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, venues apprendre la bonne nouvelle.
Elles sont environ 43 000 bénéficiaires du cash transfert à hauteur de 20 000 francs CFA à compter de juin, et ce durant 3 mois. Un fonds d'urgence pour faire face à la pandémie de la maladie à coronavirus. Toutes celles ou ceux qui ont été infectés par cette maladie et qui ont besoin d'assistance peuvent venir nous voir pour que nous les accompagnions dans le relèvement. Un transfert monétaire sécurisé via Yop Burkina. Pour le premier paiement, Léonie reçoit son argent sur place avec un léger sourire, mais elle aurait souhaité avoir un prêt pour son petit commerce. On a reçu chacune 20 000 francs, mais on aurait souhaité que ce soit des prêts avec des sommes plus consistantes. Avec 20 000 francs, on ne peut rien entreprendre. C'est un accompagnement structuré. Nous avons aujourd'hui ces cash transferts pour aider, mais nous avons aussi le FARF et les autres outils du ministère pour accompagner ces femmes à se relever des périodes difficiles qu'elles ont vécues. L'opération vise l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, surtout les plus pauvres, à travers le projet Filets sociaux lancé en 2014 avec 101 600 bénéficiaires et plus de 200 000 à l'horizon 2024. Et pour la diffusion des bons gestes contre le Covid-19, il y a bien sûr la radio, la télé ou encore les réseaux sociaux, mais il y a aussi les crieurs publics issus de familles de griots pour la plupart. Leur contribution est essentielle, notamment dans les zones reculées. C'est le cas à Toussiana où, comme vous allez le voir, ils sont des partenaires de choix des autorités locales dans l'effort de sensibilisation. Kassoum Milogo, Karim Sissé. Depuis l'avènement du coronavirus, Djeliba est sur le front. Tam-tam sous le sel, il sillonne le village en faisant une halte aux différents points stratégiques. C'est le maire qui vient nous dire, au Djeliba, il y a cette chose, il y a cette chose. Fais comme ça, fais comme ça. Donc on peut sortir maintenant pour faire. Cour royale de Tapoko, un des villages de la commune rurale de Toussiana. Là, le chef du village instruit le crieur public pour inviter la population au respect des mesures de prévention face au coronavirus. Et aussitôt, Sié Diabaté emprunte les ruelles du village pour annoncer le message reçu du chef. Je me promène avec mon tam-tam et puis je tape devant tous les cours de Tapo là et puis j'ai dit, les enfants sortent, ils m'écoutent. Il y a d'autres aussi, s'il y a la radio, ils sont en train de jouer, ils ferment la radio et puis ils écoutent ça. La commune de Toussiana ne dispose pas pour l'instant d'une station de radiodiffusion. Et ce canal traditionnel de diffusion des messages est bien apprécié et écouté par la majorité de la population. Ça fait à la population en tout cas de connaître ce que c'est que le virus et puis encore les gens en tout cas savent comment se protéger de ça. Et en tout cas, c'est très intéressant. De l'avis des autorités, ces crieurs publics sont d'une importance capitale dans la localité. Ils les accompagnent au quotidien dans la croisade contre le Covid-19. Nous avons 14 villages, 19 hameaux de culture. À tout moment que le gouvernement sort un décret ou un arrêté, nous les faisons appel et ils passent les messages. L'ambition du conseil municipal de Toussiana est de travailler à mieux valoriser le métier de ces crieurs publics. La pollution de l'eau par des produits chimiques dangereux, un autre sujet d'inquiétude au Burkina, sont pointés du doigt l'agriculture mais aussi l'orpaillage. Quelle réponse efficace pour un problème devenu crucial? Les députés membres du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable sont à la recherche de la meilleure formule. Koualé Nebié, Amandine Lalsaga. Les risques environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation des pesticides et autres produits chimiques restent élevés au Burkina Faso, et ce, malgré l'encadrement et la réglementation en vigueur. Les eaux continuent d'être contaminées par des produits chimiques utilisés dans les activités agricoles, mais aussi par l'utilisation du cyanure dans les mines. En tant que syndicat, nous menons des informations à nos militants. L'utilisation, certains actuellement même laissé, mais d'autres continuent. Même le mercure, pas cyanure seulement, pas choses. Mais on connaît, mais on n'a pas d'autres moyens. Nous connaissons réellement, mais il faut qu'on nous aide à quitter l'utilisation de ces produits. C'est justement pour trouver des solutions à cette situation
que le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement organise cette rencontre de Lumbila. En tant que député, nous avons estimé que c'est de notre devoir de commencer la réflexion avec l'ensemble des députés pour que tout le monde soit au même niveau d'information et ensemble engager le combat au niveau de l'Assemblée pour faire en sorte que les textes qui encadrent l'utilisation de ces pesticides soient respectés. Au cas échéant, s'il y a des faiblesses, que nous puissions donc interpeller qui de droit de façon à ce qu'on puisse naturellement amener ce texte-là à corriger et protéger davantage nos populations. Il s'agira pour ces parlementaires et représentants des ministères de l'Environnement, de l'eau et l'assainissement et des mines d'échanger sur les risques et les conséquences sanitaires de l'utilisation des pesticides. Et l'une des solutions à ce problème, c'est sans doute l'agroécologie. Produire en parfaite harmonie avec la nature, c'est bien possible et c'est ce que nous démontre Sam Bassier. Sa ferme d'un hectare située entre Koudougou et Réau est un condensé de pratiques écologiques où se marient parfaitement agriculture, élevage et arboriculture. Visite guidée des lieux avec Roger Kam et Vincent Kendrebeogo. Sam Tokoro Bassier, un agroécologiste dans l'âme. Ici, à mi-chemin entre Koudougou et Réau, sa ferme tranche avec le paysage environnant. Il nous reçoit pour une visite guidée. Nous sommes sur 1 hectare de superficie et pour vraiment appliquer l'agroécologie dans son imaginaire, nous avons divisé l'espace en plusieurs parties. Donc cette première partie qui est l'espace arboricole où nous mettons le moringa. Et sous le moringa, nous faisons bien de la production de légumes. Vous avez vu, il y a l'artémisia, mais en dessous de l'artémisia, il y a de l'oseille. Donc vous allez voir, il y a des tamarins, il y a des anarcades, il y a des goyaviers, ainsi de suite. Toute une diversité de plantes et de cultures développées en appliquant strictement un type d'agriculture, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un ensemble de techniques qui intervient sur le maraîchage, les cultures hivernales, l'élevage, la sémence. Et donc c'est un ensemble qui interactivement, en tout cas témoigne, amène plus de rentabilité et tout en préservant la santé de tous les consommateurs. Et c'est pourquoi nous allons plutôt utiliser du compost organique à la place des engrais de synthèse. Nous allons utiliser des plantes répulsives naturelles au lieu d'utiliser des pesticides chimiques. Et nous allons faire de l'association de cultures. Au lieu de mener une monoculture, nous allons faire des rotations de cultures pour en tout cas augmenter et préserver la vie du sol. Et donc autant de choses parce que pour nous-mêmes l'insecte est très utile dans l'exploitation. Donc aucun produit chimique utilisé? Zéro produit de synthèse et tout est en matière organique. Même pour pulvériser les plantes, une solution à base de feuilles et d'écorce est utilisée. L'agroécologie, ce n'est pas seulement une affaire de plantes, elle s'applique aussi à l'élevage. De la volaille au bétail qui forme avec les plantes un cycle complet de production. Les animaux fertilisent le sol pour les plantes et les plantes nourrissent les animaux. Nous avons pris l'engagement, en tout cas, de ne jamais vacciner nos animaux. C'est depuis 2015 que nous avons initié la production, mais nous n'avons jamais eu de cas de mortalité grave, pas d'épidémie, et nous les soignons rien qu'avec des plantes, des écorces et voire des racines de part et d'autre. Plusieurs agriculteurs, notamment des jeunes, viennent ici pour se former. Sam Tokoro ne fait pas seulement la promotion de l'agroécologie, il la défend bec et ongle. Pour ceux qui savent que notre santé est menacée, que notre environnement est détruit, que notre économie est menacée, alors quelque part que notre environnement est détruit de jour en jour et les changements climatiques ont plus pris le dessus avec des effets négatifs, alors ils ne peuvent que vraiment saluer cette alternative qui est à la portée de tout le monde. Sur place, 2 boutiques sont ouvertes pour des semences et des produits bio issus de cette ferme, en plus de 2 autres dans les 2 villes voisines. Voilà une initiative qui devrait faire école. Mise en œuvre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, la coordination des professeurs issus du programme dénonce le processus d'intégration à la fonction publique qui a laissé sur le carreau près de 650 d'entre eux. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Explication, Nongba Kouda, Sanouha Christine Koulibaly.
C'est avec le sentiment d'avoir été piégé que la Coordination nationale des professeurs du PGN, le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, se présente aux hommes des médias. Piégés par les termes mécanismes spécifiques dans le processus d'intégration de ces professeurs à la fonction publique. Des gens ont abandonné des postes dans le privé pour postuler au programme. Ils sont allés à l'école de formation et c'est après la formation qu'ils ont pris connaissance de ce contrat. Mais lorsqu'on prenait connaissance effectivement du contrat également, le mécanisme spécifique n'a pas été éclairci. Alors, mais ça a quand même étonné qu'on parle au fait du mécanisme, parce que dans le discours, ils disaient qu'ils allaient trouver une solution pour intégrer l'ensemble de ceux qui vont rester pendant les 3 ans. Après 3 ans sur le terrain, ils étaient 1499 candidats sur 4200 au départ à postuler au concours pour l'intégration. 660 sont ajournés et les conférenciers du jour pointent du doigt la nature des sujets. La majorité des candidats n'avaient aucune chance d'obtenir la note minimale de 7 sur 20 exigée par le concours. La coordination nationale des professeurs du PGN estime que les professeurs recrutés dans le cadre de ce programme doivent être tous intégrés dans un emploi régulier. S'inquiétant pour l'avenir des 2 promotions encore sur le terrain, Hassan Zoromé et ses camarades préconisent la sélection sur dossier, une autre variante du processus d'intégration à la fonction publique. Hors de chez nous, un nouveau président à la tête du Burundi. Il s'appelle Évariste Ndayishimiye, dauphin du président sortant Pierre Nkurunziza. En tout cas, il est donné vainqueur des élections avec 68% des voix contre 24% pour son principal challenger, Agathon Rwasa. Une mascarade électorale pour l'opposant qui compte saisir la Cour constitutionnelle. Au Burundi, le général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle lundi. Selon les chiffres officiels, il aurait remporté 68% des votes contre 24% pour son principal adversaire, Agathon Rwasa, ici à l'image, qui a qualifié les résultats de mascarade électorale et confirmé son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Lors de l'élection, aucune mission d'observation de l'ONU ou de l'Union africaine n'avait été autorisée par le gouvernement. En cas de recours infructueux de l'opposition, Évariste Ndayishimiye, 52 ans, succédera en août prochain au président Pierre Nkurunziza, ici à vélo. Au pouvoir depuis 2005, Pierre Nkurunziza a adoubé Évariste Ndayishimiye comme son héritier après avoir décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat. En 2015, la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé avait plongé le pays dans une crise politique majeure qui a fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode quelques 400 000 Burundais. Évariste Ndayishimiye, son successeur, a promis de faire du rétablissement économique du pays sa priorité. Le Burundi est classé parmi les 3 pays les plus pauvres au monde selon la Banque mondiale. Cette dernière estime que 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est 10 points de plus qu'en 2005, à l'arrivée au pouvoir de Pierre Nkurunziza. Votre émission Dialogue citoyen reprend du service ce soir et c'est pour tout à l'heure à 21h, soirée de redevabilité pour le ministre de l'Énergie et pour la mise en bouche. Nous retrouvons tout de suite Simon Gongo depuis le studio production. Bonsoir Simon. Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir à tous. Alors, ce soir donc, la situation est très simple. Le ministre de l'Énergie nous dira comment on peut atteindre l'équilibre énergétique, comme on l'a annoncé il y a un mois, et enregistrer de récurrents délestages. Ensuite, il nous situera sur les engagements du président du Faso, qui avait promis passer de 300 MW en 2015 à 1000 en 2020, ou encore de 500 000 abonnés en 2015 à 1 million en 2020. Et puis, nos téléspectateurs et panélistes en plateau ici l'attendent justement sur le bilan du quinquennat du président Kaboré en matière d'énergie. Jean-Emmanuel, la situation aussi est simple. Pour participer, il suffit de nous appeler au 25 40 79 03 ou bien poster le message sur le hashtag presimed.bf /dialogue citoyen. Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure à partir de 21h.
Voilà qui est bien noté, Simon Gongo, c'est un rendez-vous donc à ne pas manquer, on sera bien au rendez-vous. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Mounira Kéré vous retrouve après Dialogue Citoyen pour la dernière édition.